Bonjour à tous, nous continuons notre série sur les relations entre l'Arménie et Venise par un épisode sur les grands disciples de Mekita et avec une focale particulière qui va être mise sur Mikhail Chamchan et sa monumentale Histoire de l'Arménie. Dans son importante Histoire des Arméniens, parue à Yerevan en 1949, Léo, qui est incontestablement un des intellectuels importants du XXe siècle, a pu écrire, et je le cite, que Mekhitar marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du progrès spirituel de notre peuple. Et il ajoute, on peut, plutôt on doit, dénommer cette ère, le XVIIIe et la première par moitié du XIXe, comme le siècle mkhitariste. Et nous allons examiner aujourd'hui qui ont été les acteurs de ce siècle mekhitariste. Les disciples de Mekhitar vont développer et approfondir l'action du père fondateur et l'ensemble de ces actions dans au moins 4 champs disciplinaires majeurs va constituer les fondements de la renaissance culturelle arménienne que l'on a vu se développer au XVIIIe et XIXe siècle. On peut lister 4 de ces domaines. D'une part, le champ religieux et spirituel, avec un intérêt particulier pour la théologie et la philosophie. D'autre part, le domaine linguistique. Ensuite, la pédagogie et l'éducation, sur lesquels nous reviendrons dans le prochain épisode. Enfin, le domaine académique, qui est lui-même un champ très vaste, avec divers aspects comme l'édition des trésors de la littérature arménienne, les études scientifiques et historiques, et nous allons insister sur l'une d'entre elles, avec l'histoire d'Arménie de Mikhail Chamchan, qui est sans aucun doute une des œuvres les plus caractéristiques de cette tradition mkhitariste. Un dernier point doit être mentionné, il s'agit de la volonté permanente de traduire en arménien des ouvrages de la littérature occidentale afin d'enrichir la pensée arménienne de ces nouveaux apports. Débutons donc par la théologie et la spiritualité et mentionnons que dès les premiers mois d'existence de la congrégation, à l'époque où Mekhitar était à Constantinople, en 1700, il a participé à l'édition à Constantinople d'un des petits livres de spiritualité les plus importants de tout le monde occidental, l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis, dont Mekhitar a été le rédacteur de la traduction arménienne. Cet ouvrage de spiritualité populaire est absolument essentiel et il a connu un extraordinaire développement, une lecture dans tout l'Occident du XVe siècle au début du XXe. Ensuite, il faut mentionner la volonté de publier une deuxième Bible intégrale en arménien qui a été réalisée par Mekhitar en 1733 et qui également a eu une diffusion des plus considérables. Un dernier exemple est à mentionner et il s'agit d'une somme théologique qui a été traduite par Mekhitar lui-même à l'époque où il était en Morée, en Grèce du Nord, et qui a été publiée alors que la congrégation était installée à Venise même. On a longtemps pensé que c'était la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un compendium théologique du père dominicain Hugues Ripelin qui a vécu au XIIIe siècle. Après Mekhitar, on doit mentionner le père Gabriel Avedikian qui a joué un rôle très important en publiant en 1801 un commentaire du livre des Lamentations de Grégoire de Narek, qui est un commentaire à la fois du style et à la fois du fond théologique qui a une importance réelle. Le même père a publié un commentaire des 14 lettres de Saint Paul en 3 volumes entre 1806 et 1812. Et un dernier livre de commentaires important est le commentaire des hymnes de l'Église arménienne, des Charagan, qui a été publié à la même époque. Enfin, mentionnons Megerditch Avgerian, qui peut être considéré comme le Tchamtchan de l'histoire ecclésiastique parce qu'il a publié 1167 pages de l'histoire de la vie des saints de l'Église arménienne.
Venons-en maintenant au domaine linguistique, qui a été un des domaines essentiels de l'action de Mekhitar, et on se souvient du Par Kirk, du thésaurus qu'il a publié et qui a été imprimé quelques semaines après sa mort, qui devait être, et c'est écrit comme ça sur la page de garde, un dictionnaire Krapar Ashkarapar, arménien classique à arménien moderne, et arménien moderne, arménien classique. Malheureusement, l'édition réalisée par Mekhitar sur la fin de sa vie ne contient que la première partie, arménien classique, arménien moderne. Et il faut attendre une vingtaine d'années pour qu'en 1769, le projet complet de Mekhitar soit réalisé avec la partie arménien classique, arménien populaire, arménien classique. Une troisième étape va être franchie une soixantaine d'années plus tard, quand en 1736-1737, un certain nombre des disciples de Mekhitar va réaliser un Or par Kirk, un nouveau thésaurus, qui va être réalisé par les pères Gabriel Avedikian, Khachatur Surmeirian, Megerdic Avgerian, et qui va servir véritablement de référence sur la langue arménienne classique. En plus du thésaurus, les pères mékhitaristes vont publier de nombreuses grammaires de l'arménien classique. Parmi ces auteurs, on peut mentionner Avgerian, Chamchian, Avedikian et spécialement Arsène Bagratouni, dont la grammaire a été rééditée pendant de nombreuses décennies. Enfin, il faut mentionner que c'est un père mékhitariste, le père Arsène Aydinian, qui a publié à Vienne en 1661 la codification de la variante occidentale de l'arménien moderne, avec la grammaire critique de la langue arménienne moderne. Enfin, une fois que l'on a maîtrisé le lexique et la grammaire de la langue classique et moderne, il est possible de composer de nombreux dictionnaires dans les langues utiles pour le peuple arménien, le turc ottoman, le persan, le russe, mais également de nombreuses langues européennes, l'italien, le français, l'allemand et l'anglais. Et dans ce domaine-là également, les pères mékhitaristes ont joué un rôle de premier plan tout au long de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Venons-en maintenant à la pédagogie. De son vivant, Mekhitar a composé un enseignement de la foi chrétienne avec image à usage des enfants, qui est paru à Venise en 1737 et qui est un catéchisme fondé sur des images et des idées simples pour éduquer les enfants de la nation arménienne. Mais c'est surtout avec le réseau des écoles qui a été fondé au fil du temps par les pères que cette action pédagogique est majeure. En effet, les pères mékhitaristes, dans leurs deux branches de Venise et de Vienne, ont fondé le plus vaste réseau d'écoles arméniennes jamais fondé sur le plateau arménien, dans les villes de l'Empire ottoman et en diaspora, par une seule et même institution. C'est quelque chose de tellement important qu'on y consacrera le dernier épisode de notre série. Venons-en maintenant à la dernière dimension, la dimension académique. Et il faut mentionner les très nombreuses œuvres grecques et latines conservées en arménien et parfois perdues dans leur version d'origine, que les pères mékhitaristes ont publiées. Par exemple, le grand historien de l'Église, Eusèbe de Césarée, en plus de son histoire ecclésiastique très connue et très importante, avait publié une chronique qui a été partiellement traduite en latin, complètement en arménien et perdue en grec. Et cette chronique a été intégralement publiée en deux forts volumes par le père Jean-Baptiste Aucher, alias Megerdic Avgerian, en 1818. Les pères mékhitaristes ont également produit de très nombreuses œuvres originales. On peut citer par exemple le père Rougas Injinjian qui a publié une description de l'ancienne Arménie, une histoire ancienne du monde arménien, et son travail de géographie historique a été complété par Nerses Sarkissian avec sa description de la grande et de la petite Arménie. Et sur le versant historique, il faut mentionner l'important historien qu'a été Révonte Léonce
Ali Khan, un des historiens majeurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Tout cela nous permet de comprendre qu'au moment où les révolutionnaires français ont conquis l'Italie et ont détruit la République de Venise en 1197, les révolutionnaires ont appliqué en Italie la même politique qu'en France, c'est-à-dire la fermeture des monastères, la confiscation des biens et la mise en vente des propriétés. Et évidemment, la congrégation mekhitariste risquait de subir le même sort. Cela n'a pas été le cas grâce à un décret publié le 17 août 1810 par Napoléon Bonaparte qui reconnaissait à Lille le statut d'académie scientifique et l'a sauvé ainsi de la fermeture et de la destruction. Cela a été rendu possible par un certain nombre de personnalités arméniennes de premier plan, comme le marquis Giovanni di Serpos, dont nous avons longuement parlé, et le garde du corps personnel, le mamelouk Roustam, qui lui-même était originaire d'Arménie, du Haut-Karabakh. Ce décret reconnaissait l'activité académique des pères mekhittaristes et attribuait à l'abbaye le titre d'académie scientifique. Et ce titre la sauva du démantèlement. Et dans la reconnaissance de cette activité scientifique, l'œuvre de Mikhail Tchamtchan a sans doute joué un rôle important. Et c'est sur cette œuvre, cette histoire d'Arménie de Mikhail Tchamtchan, que nous allons insister la fois prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mekhitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.